Bonjour à tous, BeYouTube reçoit aujourd'hui Eri Djehouti. Un des plus proches collaborateurs de Kémy Séba depuis 2005, il est aussi le coordinateur international de l'ONG Urgence panafricaniste créée fin 2015. Diplômé en géopolitique, assez en retrait, il s'exprime assez peu, une discrétion qui rendra cette entrevue d'autant plus intéressante. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. J'évoquais justement l'ONG Urgence panafricaniste dont vous êtes le coordinateur. Si vous devriez résumer son fondement, comment décririez-vous cette ONG ? Alors l'ONG Urgence panafricaniste, elle a été fondée fin décembre 2015, début 2016, à l'initiative de Kémy Séba, qui en est jusqu'à aujourd'hui le président. Elle part d'un constat qui était très simple. Il avait quitté la France depuis 2011, il était au Sénégal, il multipliait les conférences en université, il multipliait les émissions à la 2S. À la fin de chaque réunion, de chaque conférence, les gens venaient le voir, discuter. Il lui disait c'était passionnant, c'était extraordinaire, tu nous as expliqué beaucoup de choses, on a déconstruit pas mal de traits du colonialisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Et s'est posé la question finalement de la continuité du combat. Il ne s'agissait pas de faire la politique politicienne en créant un énième parti politique. D'ailleurs, il n'était pas sénégalais, donc il n'aurait pas pu créer une formation politique au Sénégal. Et l'idée, ça a été finalement de se servir du vivier que représente la société civile en créant une organisation non gouvernementale. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de fonder Urgence panafricaniste. Cette ONG a toujours eu deux piliers d'action, la sensibilisation politique et le côté caritatif, un volet social. Les premières actions qui ont été faites, qui ont été menées par Urgence panafricaniste, ça a été fait par des membres africains qui étaient au Maroc et qui ont multiplié les maraudes. Vous savez qu'on a pas mal de frères qui sont dans les pays du Maghreb, soit parce qu'ils étudient, soit parce que ça fait partie des routes de migration vers l'Europe. Et ils sont souvent dans le plus grand désœuvrement. Donc ils avaient organisé des maraudes, donc distribution de repas. La deuxième action très puissante qui avait été mise en place, c'était une campagne contre l'esclavage des Noirs, notamment en Mauritanie. C'était en 2016, donc preuve qu'on n'a pas attendu CNN et le focus sur l'esclavage des Noirs en Libye pour être sensibilisé à cette question. Et de fil en aiguille, les choses ont pris corps, se sont développées. Et il y a eu, fin 2016, début 2017, la fameuse campagne contre le franc CFA. Donc c'était une multiplication de journées de mobilisation en différents endroits sur le continent africain, en Europe, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, contre le franc CFA. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire avec le point culminant au mois d'août 2017 où Kémy Séba brûle ce fameux billet de 5000 francs CFA. Et derrière ça, il s'est passé toute une série de choses. On a poursuivi la sensibilisation politique, les conférences sur la souveraineté, sur le panafricanisme, et également des actions sociales. Il y a eu la période du programme Alodo, qui veut dire aide en langue fon, au Bénin. Donc c'était une espèce de microcrédit destiné aux femmes, un microcrédit à taux zéro, pour leur permettre justement d'être indépendantes. Il y a eu toutes les campagnes qui sont faites dans les différentes antennes de l'ONG où il y a des réflexions d'orphelinat, des distributions alimentaires. Il y a eu la période du Covid où on a mis en place une séquence de distribution de kits à la fois alimentaires et à la fois médicales. Et puis voilà, il y a toute une série d'actions qu'on n'est pas forcément obligé de communiquer, mais qui sont le lot quotidien des militants de l'ONG Urgence panafricaniste. Donc voilà en gros comment est-ce qu'on pourrait situer les fondements d'action de notre organisation. Deux volets, un volet de sensibilisation politique et un volet social pour accompagner les plus désœuvrés de notre communauté. Justement, vous venez d'évoquer le nom de Kémy Séba, qu'on ne présente plus justement. Il sera d'ailleurs de passage en France, notamment en région parisienne, pour un meeting important le 19 février prochain. J'ai donc deux questions à cet effet. La première, quel est l'objectif de cet événement? Et la deuxième, quel message sera adressé à la diaspora? C'est le retour de Kémy Séba en France. Depuis son expulsion du Sénégal en septembre 2017, il n'avait plus fait de meeting en France. Il faut savoir qu'il y a
une demande qu'on reçoit par mail, par message, ou bien lorsque Kémy Séba se déplace et rencontre différentes personnalités, différents membres de la société civile. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas faire de meeting en France? Ça fait longtemps qu'on t'a pas attendu, qu'on t'a pas entendu, pardon. Il y a eu toute une série d'actions, de déplacements sur le continent africain comme dans les Caraïbes. Je pense qu'il y avait la nécessité d'asseoir, d'imposer, de déployer tout un discours souverainiste sur le continent, dans les Caraïbes et dans l'océan Indien également. Et on a peut-être un peu délaissé la diaspora en Europe. Et il avait vraiment à cœur de parler aux gens en Europe, notamment à son public français, parisien. Il y a une période de changement politique extraordinaire, c'est du jamais vu. Si vous suivez attentivement l'actualité du monde africain, des convois militaires qui sont bloqués par des civils, on n'a jamais vu ça. Des ambassadeurs français qui sont révoqués, expulsés d'un pays africain. Donc il y a toute une série de changements qui sont en cours sur le continent africain et qui sont très appréciables. Maintenant, je pense que la diaspora, qui se sent un peu loin du terrain africain, mais qui a envie d'accompagner ces changements, a besoin peut-être qu'on l'oriente, qu'on lui dise comment est-ce qu'elle peut être mise en connexion avec, en tout cas participer au changement qu'il y a sur le continent africain, et sans déflorer le contenu du discours de Kémy Séba. Il s'agirait vraiment d'essayer d'expliquer le rôle politique de la diaspora là où elle se trouve, et également comment de façon économique elle peut permettre d'accompagner ce processus d'émancipation sur le continent africain. Quand on parle d'orientation économique, c'est à deux niveaux. Le soutien d'organisations, de mouvements qui sur le terrain, le continent africain, font le travail, mais également là où on se trouve, là où la diaspora se trouve, comment est-ce qu'elle peut s'organiser économiquement pour peser, pour impacter et pour développer un espèce d'élan solidaire. Voilà pourquoi pendant cette conférence, on a souhaité offrir un espace de stand et d'exposants dédié aux entrepreneurs afro, pour qu'ils puissent valoriser leur activité, parce qu'on a un public souvent qui, par manque d'informations, ne sait pas forcément qui peut, par rapport à telle activité, s'orienter à quelqu'un de la communauté qui développe une compétence, en tout cas une excellence dans tel domaine. Donc on va permettre à ces entrepreneurs d'avoir de la visibilité. Je pense qu'avant les prises de parole politiques, notamment celle de Kémy, on donnera la parole à des icônes, enfin des exemples, des leaders qui, on espérera, susciteront une vocation dans notre public. On a un public qui souvent a compris qu'une partie de son évolution, de son épanouissement passe par un investissement sur le continent africain ou dans les Caraïbes, mais souvent il manque les outils. On ne sait pas où commencer, on ne sait pas qui aller voir, et on espère que justement cette grande convention panafricaniste permettra justement de fournir le maximum d'outils à un public qui se cherche, qui se questionne et qui est de plus en plus attiré par le retour vers son pays d'origine, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en Afrique ou dans l'espace Indien-Océan. On peut retrouver les informations sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de Kémy Séba, sur la page Instagram de l'ONG Urgence Panafricaniste. Ça va être un événement qu'on a voulu qualitatif. Les réservations se font exclusivement en ligne. C'est très important que vous le sachiez parce qu'il faut que les choses puissent être coordonnées de manière intelligente, que tout soit fluide. Donc les places sont limitées. C'est la première prise de parole de Kémy Séba depuis 2017. Donc réservé en ligne et il y aura de la place pour tout le monde, en tout cas pour les personnes les plus rapides. Voilà. Merci. On rappelle donc que cet événement aura lieu le 19 février prochain dans la région parisienne. Nous venons de parler de politique africaine. Je vous propose maintenant de parler de politique en France. Alors comme vous le savez, à partir du 10 avril 2022, nous allons rentrer en période électorale. Alors tout d'abord, quel regard portez-vous sur cette thématique en France? Et si vous aviez une seule consigne de vote à donner à la communauté noire de France, quelle serait-elle? Le regard qu'on a eu sur on va dire le système électoral a toujours été le même depuis le départ. Kémy Séba n'a jamais donné d'instruction de vote pour quelconque suffrage que ce soit.
parce qu'on était parti du constat que le choix qu'on va faire en termes électoraux doit finalement être en accord avec les intérêts du continent africain. À partir du moment où dans l'échiquier politique, quels que soient les candidats, il n'y aura pas d'influence importante, impactante sur le devenir des Africains, ça ne sert à rien pour nous de participer à ce qu'on a souvent appelé la mascarade électorale. Donc vous n'avez jamais vu un Kémy Séba donner une consigne de vote pour une présidentielle, une législative ou je ne sais quelle élection. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi rester humble. Il n'y a pas une communauté noire, il y a des Noirs avec différentes sensibilités. Et Kémy Séba ne s'est jamais posé comme le chef, le patron, le leader de tous les Noirs. Il incarne un courant, une idéologie, une façon de voir les choses. Et c'est à ce courant, à ce public, même s'il est de plus en plus nombreux, qu'il s'adresse. Quand on constate finalement que de plus en plus d'afro-descendants se sont dit que l'élection présidentielle n'avait pas changé sur leur avenir, n'avait pas révolutionné leur quotidien. Finalement, on mesure toute l'évolution qu'il y a eu entre, on va dire, les années fin 90, début 2000 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine maturité. Les gens se sont rendus compte que l'offre politique qui leur était offerte ne répondait que très peu à leur agenda. Et ce que Kémy Séba appelle, c'est de faire en sorte qu'on arrête d'être de la chair électorale. La chair électorale, ça veut dire c'est d'être un troupeau qui allons, comme des moutons de panurge, écouter les consignes de vote d'hommes politiques qui vont nous dire « oui, votez dans cette direction, votez dans une autre direction, faites comme ci, faites comme ça ». Et pendant souvent, on a été un peu instrumentalisé. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne soit plus des spectateurs, mais des acteurs. Pour être acteur, donc, il faut impacter, il faut être capable d'imposer une ligne à des candidats. Or, bien souvent, on n'a pas cette possibilité parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas structurés économiquement, nous ne pesons pas assez pour que les candidats, lorsqu'ils établissent, lorsqu'ils mettent en place leur programme, puissent se dire, ben voilà, on va prendre telle décision pour les Noirs, voire même pour l'Afrique. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que finalement, ils ne vont pas scier une branche sur laquelle ils sont assis. Une partie de la puissance et de l'hégémonie française repose sur la domination de l'Afrique. Donc une fois qu'on a compris cette équation, on est dans une espèce de lecture pragmatique du jeu politique, du jeu électoral français, qui fait que plutôt que d'essayer de s'époumoner, de se fatiguer à avoir des représentants dans les différentes structures politiques, il faut plutôt qu'on pense à comment libérer le continent africain. C'est quand l'Afrique sera libérée que tous les habitants, tous les ressortissants diasporiques, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, seront respectés. On a trop souvent inversé les priorités en pensant qu'en élisant dans des postes clés des Noirs, que les choses allaient changer là où ils se trouvent ou bien sur le continent. C'est l'inverse. Les Chinois sont respectés en France parce qu'ils ont un État qui est souverain, un État qui est puissant, et donc lorsque ça ne va pas pour eux dans le pays où ils se trouvent, il y a des réactions de l'État chinois qui tapent du poing sur la table. Rappelez-vous, je crois il y a 2 ans, il y avait une histoire d'Asiatiques torturés dans un commissariat. Il y a eu une pression diplomatique, c'était en France, il y a eu une pression diplomatique du ministère des Affaires étrangères chinois et les dispositions ont été prises pour qu'on puisse mettre en... comment dire pour qu'on puisse suspendre l'agent de police qui s'était mal comporté avec le Chinois en question. Voilà. Aujourd'hui, il peut arriver n'importe quoi, un Congolais, un Sénégalais, ou un Guinéen, ou un Béninois dans un commissariat français. Vous n'allez jamais voir les autorités béninoises taper du poing sur la table, parce que le rapport de force n'est pas en notre faveur. Donc, je pense qu'en 2022, il faut qu'on soit capable de canaliser notre énergie et de l'orienter dans la bonne direction, pas aller à la remorque de différents candidats pour leur demander des choses qui finalement, malgré leur bonne volonté, parce qu'il faut aussi ne pas être caricatural, vous avez des candidats qui des fois peuvent avoir une certaine affinité, une sensibilité, une proximité avec le monde noir, mais pour autant ça ne changera pas les choses de façon profonde et radicale, et c'est ce que nous voulons, une action durable, et finalement ça ne passera que par la prise en compte des Noirs eux-mêmes et le lien qu'ils auront avec le continent africain. Alors, la stratégie d'entrisme, qui consiste à placer un maximum d'éléments au sein des rouages de l'État, ambitionne de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Que pensez-vous de cette option ?
Ça, c'est un concept vieux comme le monde. Oui, il faut intégrer les rouages de l'État, il faut rentrer dans la machine, puis on va changer les choses de l'intérieur. Je pense que c'est un propos qui est profondément naïf. On a une superstructure qui s'impose à nous. Il faut être clair là-dessus. Quand vous intégrez un poste de responsabilité, vous pouvez avoir les plus belles intentions du monde en vous disant « je suis dedans, mais je vais rester tel que je suis ». Vous n'arrivez pas finalement à vous imposer parce que c'est une superstructure qui vous écrase et qui finalement finit par soit vous changer et vous restez dans la machine, soit vous décidez de ne pas changer et à ce moment-là, vous êtes d'une façon ou d'une autre exclu de cette machine. Alors pour ne pas être dans un propos hors sol, on va essayer d'être le plus factuel possible. On a eu l'élection de Barack Obama, président. C'est-à-dire que c'est le poste suprême dans la première puissance mondiale. Il a fait une campagne autour du thème de l'ère post-raciale, en expliquant que finalement, dans les relations qu'on devait avoir, dans l'Amérique de demain qui devait être bâtie, il fallait qu'on soit capable de dépasser les préjugés raciaux, qu'on soit capable d'excuser, de pardonner ce qui a pu être fait par le passé pour avancer dans une société homogène, avec augmenter la cohésion, etc., etc. Je pense que n'importe quelle analyse politique vous dira que les 2 mandats de Barack Obama ont été les mandats où il y a eu le plus d'émeutes raciales, le plus de bavures policières. Donc finalement, vous avez les campagnes et les slogans publicitaires, ce qui est la grande force de Barack Obama, c'est-à-dire que c'est un grand mystificateur, c'est quelqu'un qui a été capable de rapporter, d'amener quelque chose dans la politique de swag, comme diraient un peu les jeunes, de tendance, de cool. Il est là, il joue au basket, il fait des paniers, il va acheter un hamburger, il danse sur de la musique soul. Mais dans les faits, Barack Obama reste le président avec lequel, pendant son mandat, il y a eu le plus de bavures racistes. Barack Obama reste le président qui a donné son feu vert à l'opération anglo-française en Libye. La destruction de la Libye a entraîné ce qui se passe actuellement au Mali et donc le développement dans la bande sahélienne de groupes djihadistes. Donc quand Obama, qui est juste un noir à la Maison-Blanche, prend des décisions, ce n'est pas dans l'optique de dire que ça va arranger, améliorer le sort des Noirs dans le monde entier, c'est d'abord en priorité par rapport aux intérêts des États-Unis. Les intérêts des États-Unis par rapport à Kadhafi, c'était d'empêcher que Kadhafi puisse insuffler une dynamique panafricaniste et donc anti-impérialiste dans le continent africain, notamment à travers le projet qu'il avait de création d'une future monnaie unique. Ce n'est pas Eri Djewuti qui invente cela, c'est les câbles de Wikileaks qui le révèlent. D'accord ? La diplomatie américaine avait justifié le feu vert à l'intervention en Libye parce qu'on voulait destituer, faire sortir Kadhafi parce qu'il était un des agents les plus actifs dans le processus d'unification sur le continent africain. Donc quand Obama prend cette décision, il se révèle être juste quelqu'un qui défend les intérêts des États-Unis. Et les intérêts des États-Unis ne sont pas forcément en accord avec ceux de l'Afrique. Voilà pourquoi cette stratégie de l'entrisme montre ses limites et que c'est un espèce de vœu pieux et c'est un propos finalement qui relève d'une non-connaissance des réalités politiques avec des puissances, une puissance comme la France, une vieille puissance, avec une politique africaine qui finalement vise à défendre les intérêts, ses intérêts, et ces intérêts sont loin d'être en accord avec les intérêts de l'Afrique. Une fois qu'on a compris ça, toutes ces histoires d'entrisme, de rentrer, de militer pour avoir un poste de député, de maire, c'est des artifices et on n'est pas dans le fond de la chose politique. Et ce qu'on souhaite, nous, au niveau de l'urgence panafricaniste, c'est de faire en sorte que les gens aient une espèce de compréhension, de lecture mature de la politique et qu'on soit plus dans ces espèces d'enfantillage qui nous divertissent au sens de sortir de l'essentiel. Et il faut qu'aujourd'hui on soit dans une action pragmatique. Les nôtres, il faut qu'ils soient pragmatiques. Je suis en France, je n'ai pas de fausses espérances vis-à-vis de la République. Je m'organise pour m'épanouir sur le continent africain, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien. Politiquement, j'ai des ambitions. Ces ambitions, je les mets au service de l'Afrique. Point barre. Voilà la voie qui est la nôtre. Et puis à un moment donné, il faut aussi juger les faits.
Nous, on a beaucoup de respect pour un Martin Luther King, parce que c'est quand même un militant de terrain qui a ouvert des brèches. Mais finalement, la génération des Obama, la génération de décideurs politiques qui sont issus du courant de la discrimination positive, a montré ses limites. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont jamais été un phare d'émancipation, de libération du continent africain. On a eu des Colin Powell, on a eu des Condoleezza Rice, on a eu plein de dirigeants noirs dans des postes de responsabilité hautement importants. Est-ce que ça a influencé de manière décisive le cours de l'Afrique? C'est ces questions qu'on doit se poser et non plus se gargariser parce qu'on va voir une noire présidente de la haute cour ou juge ou patronne d'une telle grande entreprise du CAC 40. C'est de l'infantilisation. Il faut qu'on devienne des adultes politiques. Justement, je voudrais rebondir sur le terme présidente et pour en revenir sur les notions d'entrisme. Beaucoup de personnes se sont réjouies de la candidature de Christiane Taubira aux prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Sujet un peu délicat parce que Christine Taubira, Christiane Taubira, pardon, c'est quand même celle qui est responsable d'une loi qui vise à criminaliser l'esclavage, mais il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas d'indemnité. C'est comme si moi j'étais responsable d'un préjudice à l'encontre de votre personne, et puis finalement je suis déclaré coupable par la justice, mais je ne vous dois aucune réparation. Et on revient toujours à cette même logique finalement de personnalités qui sont mises en avant par un système politique comme étant un peu des faire-valoir. Alors il y en a qui vont dire non mais Christiane Taubira c'est une personnalité, c'est ce qu'on appelle une gueule en politique, elle a un caractère, elle ne se laisse pas faire. Si, c'est ce qu'elle nous montre. Elle peut incarner un certain leadership pour pas mal de nos sœurs ou de nos frères, et ça, je ne le dénie pas, mais je m'en tiens toujours en fait aux faits. Dans les faits, Christiane Taubira aura été la personne qui, au-delà des déclarations et des envolées lyriques, n'a pas eu d'emprise décisive sur l'évolution des choses, ne serait-ce que même par rapport à ce qui se passe en Guyane. C'est-à-dire que nous, on est assez en lien avec le collectif des 500 frères. Je ne vais pas parler pour eux, je ne vais pas dire qu'ils sont en embrouille avec elle ou pas, je n'en suis pas au courant, mais on se sent beaucoup plus en filiation avec ces acteurs de terrain qui travaillent sur des problématiques de désenclavement, la lutte contre le trafic de drogue qui touche une grande partie de la population guyanaise. Et c'est plus ça qui nous fait vibrer que ceux qu'on voit à Paris faire des grandes déclarations qui bénéficient d'une couverture médiatique, mais qui sont un peu dans une espèce d'entre-deux. Elle est beaucoup chahutée, ne serait-ce qu'autour de la question du vaccin, du pass vaccinal. Elle a eu des prises de position en Guyane qui finalement ne sont pas les mêmes au niveau, entre guillemets, de la métropole. Et quand on l'interroge sur cette contradiction, elle bégaye. Donc moi je ne sais pas, en fait nous ce qu'on veut c'est des gens qui ont des convictions claires et tranchées au-delà des envolées lyriques. Moi je demande à voir pour Christiane Taubira. J'attends de voir qu'elle se prononce clairement sur la politique militaire, les bases militaires françaises en Afrique, sur le franc CFA, sur finalement les évolutions statutaires qu'elle offrira au territoire dit d'outre-mer. C'est là-dessus qu'on l'attend. Et j'entends pas beaucoup. Donc on en revient à la même chose, il faut qu'on sorte un peu de l'émotion. On est content de Christiane Taubira parce que c'est une femme noire qui parle bien, qui a été ministre de la Justice en France, et on se contente de ça. Et ça dit beaucoup de choses finalement sur le niveau d'infantilisation de notre public par rapport à la chose politique. On reste encore dans les symboles, là où on devrait justement scruter les faits et les décisions que nos décideurs politiques noirs prennent. Et c'est après avoir étudié ce qu'ils ont fait, qu'on devrait leur dire si finalement ils sont utiles ou non à la communauté. On va rester sur la politique en France. J'ai une dernière question à vous poser. Un candidat en ce moment cristallise pas mal de rancœur et fait beaucoup parler de lui, notamment sur ses propos sur l'immigration. Il n'y a pas un jour sans qu'on n'entende pas parler de lui. Quelle est votre opinion sur Éric Zemmour? Éric Zemmour, c'est
le candidat qui cristallise le plus ce contre quoi on se bat depuis le début de notre engagement politique. Il y a une fameuse parabole de Malcolm X que Kémy Séba reprend souvent entre le loup et le renard. Le renard, il est rusé, il vous paraît docile, il semble être votre ami, il s'approche de vous avec douceur et vous avez envie de le caresser. Et puis au moment où vous tendez votre main, il vous mord. Le loup, c'est autre chose. Dès que vous voyez sa gueule, vous savez ce qui va se passer, donc vous vous organisez, vous vous préparez en conséquence. Pourquoi est-ce que je prends cette parabole? On a une scène politique qui, on va dire, de manière générale, de gauche comme de droite, explique qu'elle veut le bonheur de l'Afrique, explique que les immigrés sont une composante de sa population, que nous sommes tous des enfants de la République, et nous berne. Et puis vous avez un courant politique, on dit de droite dure ou d'extrême droite, identitaire, enfin appelez-la comme vous voulez, incarné par un Éric Zemmour, et qui affiche clairement ses positions sur les immigrés, sur les musulmans. Et donc du coup, ce qu'il y a d'intéressant avec un Zemmour, c'est que il représente tout ce qu'on combat. Il a eu une déclaration au moment de l'expulsion de l'ambassadeur malien en disant qu'il s'agissait d'une humiliation de la France qui était au Mali pour combattre le djihadisme et qui était venue sauver les Maliens avec des soldats qui ont perdu leur vie et que donc c'était un scandale, que c'était une honte et qu'il était temps qu'avec lui, la France redevienne ce qu'elle a toujours été et qu'elle ait une grande politique africaine. Kémy Séba a fait un tweet qui a été extrêmement viral en expliquant que oui, l'action des populations africaines, l'action de la société civile africaine, de cette jeunesse qui ne veut plus se laisser dicter sa conduite par la France, signe le glas d'une certaine politique française en Afrique. Et que la souveraineté de la France, le retour de la France comme Zemmour la conçoit, s'arrête là où l'émancipation de l'Afrique commence. Donc on est vraiment dans deux projets politiques antagonistes. Et à partir de là, c'est très excitant parce qu'on est dans un choc, pas culturel, hein, un choc civilisationnel pour le coup. Et c'est ce qui permet aux nôtres de s'organiser. C'est ce qui permet aux nôtres de comprendre que finalement, leur histoire de république, d'assimilation ne tient pas et que leur avenir passe sur le continent africain. Quand vous avez quelqu'un, un afrodescendant qui vit en France et qui a la famille au Mali et qui voit ses cousins qui vont dans la rue pour manifester contre la présence, non pas des Français, on parle bien d'une oligarchie et de troupes militaires, il est content, il est satisfait. Et il ne peut pas, parce qu'il vit en France, se dire que finalement c'est l'échec de la France. Il est quand même lié à ce qui se passe sur le continent africain et il ne peut que s'en réjouir. Et donc du coup, ça permet aux Noirs de France de se dire, bah, finalement, ce candidat, dans ses positions, dans sa volonté de grandeur de la France, ça passe par l'écrasement des miens qui sont sur le continent africain. Et bien ça, on applaudit. Nous, on est contents parce que ça permet une accélération de la prise de conscience au niveau de notre population. Et je pense qu'il faut qu'on se place dans cette configuration et qu'on sorte du pathos, qu'on sorte de l'émotion. Rappelez-vous, les plus âgés, hein, dans les années 90, on avait une figure, c'était Jean-Marie Le Pen. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On avait tous peur, Jean-Marie Le Pen. Il était là, il avait un œil de verre. Enfin, on disait, c'est le grand méchant, il a peur, il veut chasser les immigrés de la France. Nos parents nous faisaient peur avec lui. Quand il y avait un débat où on le voyait parler, et nos parents, on les sentait crispés, ils nous ont transmis, entre guillemets, cette peur. On a eu des parents qui, politiquement, on les aime, hein, mais qui, politiquement, ont été infantilisés. D'accord? Et on sent le même processus avec un Zemmour, qui cristallise beaucoup de rancune, beaucoup de colère de la part pour certains noirs de France. La dernière mode, c'est pour n'importe quel artiste de rap ou acteur de dire oui, fuck Zemmour, Zemmour enculé, patati, salopard, raciste, voilà. Mais allons au-delà de ça. Essayons un peu d'être cohérents. Zemmour a une vision de la France. La France, c'est une histoire. Et la vision qui est la sienne n'est que la conséquence de cette histoire.
Et pendant longtemps, nous, on nous a fait croire qu'on faisait partie de cette histoire. On nous a vendu un rêve. Mais on peut dormir la nuit, faire le rêve le plus sucré, et puis au réveil, à un moment donné, on se dit « Ah, putain, zut, c'était qu'un rêve ». Et bien peut-être qu'on arrive au bout de ce scénario. Peut-être que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. On ne peut pas se dire « Oui, l'Afrique doit être libre, indépendante, tracer sa voie en fonction de son histoire, et refuser cela pour certains Français ». Donc là, on est dans ce qu'on appelle l'heure des choix. Et on dit souvent que renoncer, c'est choisir. Et c'est peut-être ça qui nous fait un peu mal. Peut-être ça qui nous fait un peu peur. C'est qu'en fait, on est pris dans une espèce de schizophrénie. Les afrodescendants, la diaspora, n'ayons pas peur de le dire, on est comme dans une espèce de thérapie. Nous sommes dans une schizophrénie. Entre des origines, entre une histoire de nos parents et l'histoire du pays dans lequel on a grandi. Donc il faut qu'on puisse avoir un propos responsable. Le premier propos, c'est de dire oui, vous avez grandi en France, vous êtes développé, étudié, enrichi pour ceux qui ont fondé des business en France. Mais pour autant, n'oubliez pas d'où vous venez. Si les deux blocs cohabitent, il n'y a aucun problème. On ne demande pas aux gens de choisir. Mais si il y a un pays qui a une voie, qui suit une voie, qui trace une voie, qui a une politique qui s'oppose à l'autre pays, eh bien, il faut choisir. On dit souvent qu'un arbre sans racines ne tient pas. On a des racines, on a une histoire. Et ce qui fait qu'on ne nous respecte pas, c'est qu'on bafoue souvent cette histoire. Tout le monde vient de quelque part. Et les parents ont failli dans cette tâche. Les parents nous ont dit, intégrez-vous, pensez pas à la politique, essayez d'avoir un poste de responsabilité, faites votre vie, et puis de temps en temps, voyez un peu d'argent, un peu des mandats, des westerns, là, aux gens en Afrique, à la famille. Mais ce n'est pas un projet de vie, ça. Donc ça veut dire en fait que la terre, de là d'où on vient, on va continuer à la laisser se faire exploiter, piller par les autres. Donc tout le monde va s'enrichir sur nos terres, et puis nous, on reste ici pour consommer. Souvent, on ne produit rien. Et puis de temps en temps, on va faire un peu la fête le temps d'un été dans nos pays d'origine. Mais comment vous voulez qu'on nous respecte? Donc voilà pourquoi un Jean-Yves Le Drian, quand il parle aux Maliens, il leur parle comme si c'était des sous-fifres. Parce qu'ils ont été habitués pendant longtemps à avoir des gens qui baissaient la tête. Et que dès qu'il y a un noir qui se redresse, qui s'exprime, qui dit les choses, bah du coup ça pose un problème. Donc le problème avec Zemmour, finalement, c'est qu'il nous permet de nous regarder dans un miroir. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il y a eu cette histoire avec le Tanguy, là. Mais quelle cible tellement facile. Que pensez-vous justement de toute cette Non, mais polémique? c'est tellement facile de traiter de vendu. Mais moi, j'ai envie de dire, lui, il est cohérent avec lui-même. Je crois qu'il a été adopté. Oui. Donc là, il a eu le cadre familial qu'il devait avoir. Et puis, il croit en la France. Il croit en la France. Pour lui, la France, c'est son horizon ultime, indépassable. Et puis, nous, on a des gens qui nous parlent d'Afrique, mais qui finalement sont bien ici en France et qui se croient plus français, plus royalistes que le roi. Donc je pense qu'en fait, on devrait prendre toutes ces choses-là avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de hauteur, et de se dire que l'Afrique est en train de changer, et que la politique française à papa, là, elle est sur la fin. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur le continent, comme dans les Caraïbes, hein. Il suffit de voir ce qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, c'est des choses qui, disons, étaient encore inimaginables. Donc on ne doit pas être crispé, on ne doit pas être dans cette peur. Et c'est tant qu'on reste dans cette peur qu'on va continuer à donner de la force, de l'énergie à des forces politiques de gauche comme de droite qui vont continuer une fois de plus à nous flouer, à nous avoir. Il y a des gens qui ont peur de Zemmour, qui vont dire « nous, on va voter Macron ». Mais Macron, c'est celui qui est responsable, qui a poursuivi la politique de la France-Afrique sans qu'il y ait une rupture. Donc on tourne en rond. On choisit les mauvaises cibles. Donc Zemmour est quasiment finalement un problème secondaire. On ne doit pas en faire le nœud du problème. On doit essayer de se réaliser politiquement et économiquement dans les endroits où on se trouve, sans continuer à avoir des espérances envers une république qui finalement nous a toujours sous-catégorisés. Ça, c'est un propos, c'est une réflexion empreinte de maturité. Et c'est vers cette maturité qu'il faut qu'on aille. Nous allons maintenant rentrer dans la troisième et dernière partie de cette interview et j'aimerais qu'on parle ensemble des Noirs de France.
Donc, nous avons observé la mise en lumière dans les médias et plus particulièrement sur les réseaux sociaux des faits divers liés au racisme ou à une certaine négrophobie qui est parfois niée ou contestée. Auriez-vous une solution concrète à apporter au fléau du racisme en France? Le racisme, c'est vieux comme le monde. C'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Et encore une fois, on est encore dans une espèce d'activité qui finalement est contre-productive. Il y a une phrase que Kémy Séba emploie souvent, c'est on ne demande pas aux autres peuples ou à tout le monde de nous aimer, on leur demande de nous respecter. Ou alors c'est plus, s'ils ne nous aiment pas, on va leur apprendre à nous respecter. Et on part toujours, et c'est pour ça qu'on n'a jamais été dans cette logique de lutte contre le racisme, parce que la lutte contre le racisme part dans le principe de vouloir se positionner par rapport au regard de l'autre. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le regard de l'autre, finalement, est la conséquence d'un rapport de force. On est sous-développé économiquement, on ne représente rien politiquement. Voilà pourquoi on nous méprise. Donc si on veut changer dans le regard de l'autre, c'est déjà dans la posture qu'on va avoir. Le regard qu'on va avoir de nous-mêmes. Se dire que nous sommes les descendants d'un grand peuple, que nous avons une grande histoire, ce qui implique de connaître notre histoire déjà, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et se dire que le plus important, ce n'est pas de faire une action pour que tel entrepreneur ou telle institution nous couvre juridiquement, c'est de faire une action pour que finalement l'Afrique soit libérée, parce qu'on revient toujours à la même chose. Le jour où l'Afrique sera libérée, je vous mets ce que j'ai de plus cher, dans la seconde qui va suivre, vous allez voir que le regard que les autres auront sur nous sera totalement différent. On veut inverser les priorités. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, vous en aurez peut-être demain, si vous n'en avez pas. Je vous souhaite de tout mon cœur que dans 20 ans, vos enfants ne soient pas en train de défiler place de la République contre une énième bavure. On a eu toute une séquence Black Lives Matter. On était dans une espèce de comment dire ça, de mouvement, de revendication. Mouvement, revendication, oui, mais encore véhiculé et répandu et amplifié par qui? C'est-à-dire que vous avez des revendications qui sont légitimes, vous avez un ras-le-bol, vous avez une jeunesse qui, toutes couleurs confondues, décide de descendre dans la rue face à une énième bavure policière. C'est la possibilité de poser sur la table la question des discriminations, du racisme, c'est une chose. Et puis ça a été transformé en nos vies comptent, nous sommes là, regardez-nous, on compte dans cette société, pourquoi est-ce que vous nous mettez en dessous? On est en 2022. Et ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait ce même rapport, ce même volonté d'adhésion, d'action, de descente sur le terrain, en termes d'organisation de la communauté. Avant de demander à ce que les ressortissants d'autres communautés nous considèrent de façon positive, quel regard avons déjà entre nous? Qu'est-ce qu'on a été capable de mettre en place en termes d'institutions économiques? Rien. Et le problème de fond, il est là. C'est-à-dire qu'on est toujours finalement dans une espèce de colère, de rugissement émotionnel, qui est souvent prend parce qu'il a été amplifié par les médias mainstream. Mais quand vous avez une histoire qui concerne un noir et que ce n'est pas repris par Libé, par Le Monde, avalisé par la classe politique, ça reste confidentiel. Nous, on le sait parce qu'on est des acteurs de terrain. Et donc, il y a des causes comme ça, c'est bizarre, on ne sait pas. Il y a des causes qui sont acceptées, d'autres non. Et pourquoi ces causes sont acceptées? Parce que souvent, elles permettent de détourner le regard sur des questions précises. La question de fond, c'est la question des répartitions des richesses. C'est la question de la prédation économique et le mode de fonctionnement d'un certain mondialisme qui tend à faire de nous des citoyens du monde. Et à partir du moment où on devient un citoyen du monde, on est finalement citoyen de nulle part. Et quand vous êtes un citoyen de nulle part, vous ne défendez pas les spécificités locales, vous ne vous opposez pas à la prédation faite par les grandes multinationales.
Et donc quand il y a un courant comme ça transmondialiste, où on est tous la main dans la main en train de sortir dans la rue pour crier notre haine du racisme, un mouvement qui est financé par les Apple, les grandes multinationales qui dans le même temps ont un rapport plus que bizarre en termes de prédation économique sur le continent africain, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une espèce de grande mascarade. C'est une kermesse. Donc on part d'une intention positive de la part des nôtres qui veulent sortir dans la rue pour exprimer une colère, mais parce qu'on n'est pas assez outillé intellectuellement, on n'arrive pas à voir finalement qui est derrière. Posez-vous la question, lorsque vous êtes dans une action, dans une mobilisation pour changer les choses, quels sont les donneurs d'ordre? Pourquoi tel média donne un écho à telle cause? Et puis des fois, c'est l'omerta. Donc c'est que finalement, des fois, il y a des engagements qui permettent un peu de divertir les populations et d'empêcher d'aller dans le fond du fond. C'est comme si, moi, quand je vois Microsoft qui parraine et qui finance le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, et quand on sait un peu ce qu'ils font sur le continent africain, ou même Apple, à un moment donné, je me pose des questions. Parce que finalement, si ces gens étaient vertueux, il y aurait des accords, il y aurait des liens avec certaines milices de guerre, notamment en RDC, qu'ils n'auraient pas. Et c'est là-dessus qu'on doit un peu pousser, qu'on doit essayer un peu de creuser. Et on est encore dans quelque chose de très émotionnel. Et c'est ce qui fait que beaucoup de communautés nous regardent avec un mépris, parce qu'ils ont l'impression finalement que sur les questions, les enjeux fondamentaux, on est encore pris par une espèce un peu d'immaturité. Donc la lutte contre le racisme, elle ne s'arrêtera jamais. La lutte contre le racisme, elle s'arrêtera à partir du moment où on sera redevenu les lions que nous étions avant, à partir du moment où on sera indépendant et libre en Afrique, d'accord? À partir du moment où si dans des endroits nous ne sommes pas acceptés, nous ne sommes pas tolérés, eh ben on part. Moi, si je courtise une femme et qu'elle me fait comprendre qu'il n'y a pas moyen, qu'elle ne veut pas de moi, eh ben je m'arrête. Je ne demande pas de m'aimer. Il y a des choses qui ne se demandent pas, mais on n'a pas à se justifier aux autres pour leur dire qu'on est comme eux, qu'on a un cerveau, deux bras, deux jambes et du sang qui coule dans nos veines. Certains diront, oui, mais non, ce pays est le nôtre, il faut qu'on fasse comprendre. Comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre, les choses sont claires. Donc, lorsque dans un espace, dans un endroit, vous n'êtes pas désiré, qu'on ne vous fait pas de place, eh ben, essayez de trouver un ailleurs où ce qui sera propice à votre développement, à votre épanouissement. L'Afrique est suffisamment grand pour accueillir toutes les initiatives, toutes les énergies, toutes les volontés des Afro-descendants, des Caraïbes, dans l'océan Indien également. C'est cette logique qu'il faut un peu développer. Et le jour où on va développer les choses là-bas, vous allez voir qu'on va peut-être leur manquer ici et qu'ils auront un regard différent. Mais il ne faut jamais forcer la nature des choses. La nature, elle est implacable. Le réel, il est implacable. Donc il faut qu'on soit capable d'être dans une... Pareil, hein, c'est un mot qui revient souvent au cours de l'échange, mais dans une espèce de logique de maturité et de responsabilité. La responsabilisation de notre communauté, qu'elle arrête un peu d'être dans une espèce de demande, d'apitoiement. Il y avait un terme, le sanglot, l'éternel sanglot. Parce que c'est comme ça qu'on nous catégorise. Et tant qu'on sera dans ce cadre-là, on ne sera jamais respecté et le racisme aura de beaux jours devant lui. On est les plus grands, on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les plus débrouillards. On a le continent le plus riche en termes de perspectives de développement, de croissance. Lisez tous les indices de développement. Il y a tout. Il y a tout. Il nous manque seulement la vision. Et la vision, on ne l'a pas en allant défiler place de la République contre tel racisme. La vision, on l'a en se disant que finalement, on doit se projeter vers l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'inconnu. Hein. C'est nos terres d'origine, que ce soit l'Afrique, les Caraïbes ou dans l'océan Indien. Je finirai cette interview par vous parler de la réalité quand même vécue par de nombreuses personnes noires en France. Comme on a pu le témoigner récemment, le reportage Noir en France, diffusé sur France Télévisions. Donc il est vrai hein, quand même que ce reportage a énormément fait parler, mais qu'il a aussi pas mal clivé au sein de la communauté. Donc selon vous, qu'est-ce que ces réactions révèlent de l'état d'esprit de la communauté noire en France? Ce reportage a énormément fait parler parce qu'il a surtout beaucoup clivé. Et on a eu des retours assez négatifs sur ce reportage. Et ça, c'est une évolution.
il y a quelques années, je ne suis pas sûr que les gens auraient compris le côté un peu pervers de ce type de documentaire qui s'intitule Noir de France, mais c'est plutôt victimisation Noir de France. On a eu, je pense, pendant l'espace un peu moins de 2 heures, on a enfilé les perles, on a enfilé les poncifs, on a vu tout ce que une majorité d'Africains qui vivent ici en France, dans lequel ils ne se retrouvent plus et ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus qu'on leur accole l'image de victime. On a des entrepreneurs, on a des gens qui sont dans des secteurs hyper dynamiques, on a des gens qui sont en connexion avec leur réalité, enfin leur origine africaine ou des Caraïbes, et pour qui finalement la France n'est plus le but ultime. Et ce qui est un peu dommage dans ce reportage, c'est alors on a donné la parole à différents secteurs, plusieurs profils, pardon, mais ils avaient peut-être divers profils, mais ils avaient tous la même mentalité de chialeuse. C'était insupportable. Alors, et on a beaucoup focalisé sur les personnages du reportage, mais essayons un peu d'aller en amont. Qui est à l'origine de ce reportage? Donc vous avez Alain Mabankou et j'ai oublié son nom là, qui a réalisé ça avec Madame Perrault, qui est une ancienne journaliste de l'émission Le Quotidien, qui a travaillé à Canal+, donc c'est un peu l'idéologie un peu gauchiste, bobo, et qui ont toujours cette volonté empreinte un peu de bienveillance vis-à-vis des Noirs, mais leur bienveillance, finalement, bien souvent, s'assimile à de la pitié, et on n'en veut plus. Et donc, du coup, Mabankou, c'est cette espèce un peu de courant négropolitain qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation de la diversité, là où une majorité d'Africains s'inscrit dans une autre ligne qui se rapproche plus d'un engagement pour la souveraineté du continent africain. Donc on a 2 courants qui s'opposent. Donc le courant souverainiste, vous ne le verrez jamais en prime time à France Télévisions, ça c'est sûr, et d'ailleurs on ne veut pas, parce que le jour où on verra le courant souverainiste, on verra un Kémy Séba dans un reportage à la télévision, France Télévisions, et où on parlera de lui positivement, ça posera un problème. Il faut juste qu'on se dise, mais finalement, quand il y a un reportage fait par France Télévisions sur la France-Afrique, sur les réseaux Focard, sur comment la France a fait des coups d'État sur l'Afrique, comment certaines de ces multinationales pillent le continent africain, c'est un reportage qui passe à 23h30, voire minuit. Mais quand il y a un reportage qui doit conforter les Noirs dans le cliché, la victimisation de pleureurs, de Noirs gentils, là on va le passer en prime time. Ça dit beaucoup de choses. Certains ont dit oui, mais c'est positif. Regardez, pour une fois, on passe à 20h50 en prime time. Oui, mais quel est le profil de Noirs qui ont été mis en valeur dans ce reportage? On a vu quand même, c'est dire un peu ce que je vais dire, mais on a vu des Noirs qui nous expliquaient qu'on les a vus comme des singes, comme des êtres inférieurs, comme des voleurs. Et donc, en gros, qui reprochaient aux Blancs qu'on leur reproche leur couleur, mais tous les hommes qu'on a vus, la plupart, sont en couple avec des femmes qui ne sont pas noires. Ça dit beaucoup de choses. Je pense que la première des prises de conscience, c'est nous-mêmes. Alors, soyons clairs, il ne s'agit pas d'indexer le métissage ou je ne sais quoi, ça c'est encore un autre débat. Et je ne suis pas là le prescripteur de conscience des couples, chacun fait ce qu'il a à faire avec sa moitié. Mais ça dit quand même, ça questionne sur le profil que les médias mainstream, de Noirs que les médias mainstream prennent et mettent en avant. Soprano qui disait, oui, moi je suis 4e personnalité médiatique, devant Griezmann, je comprends pas, ça me fait bizarre. Oui, mais tu racontes rien sur le fond. Dans tes prises de position, dans ton activité artistique que je ne critique pas, tu confortes un certain discours dominant. Quand il chante Cosmopolitanie, oui, nous c'est le mélange, l'ouverture, c'est le discours que je disais, un citoyen du monde. C'est ce qui plaît aux agents mondialistes. Moi, j'aurais aimé Soprano s'exprimer sur les dérives liberticides, dictatoriales du régime aux Comores. Il ne le fait pas. Il est intervenu récemment pour féliciter l'équipe des Comores au niveau de la CAN. Voilà son niveau de compétence. Et c'est parce qu'il reste dans
un champ d'action lié au divertissement, à la musique ou au sport, qu'il est plébiscité par les Français. Et donc ça dit beaucoup de choses finalement. C'est pas qu'il y a un progrès, c'est pas que la France est moins raciste parce qu'elle met des Noirs et elle les met en valeur, et dans les classements de popularité, ils sont bien positionnés. C'est parce que ces Noirs restent dans une case. Vous savez qu'il y a une certaine censure aussi, que beaucoup d'artistes ne prennent pas position volontairement de peur de cette censure. Préciser un peu les choses. Quel type d'artistes? Les artistes musicaux, humoristes, les artistes qu'on va avoir. Nous, on a toujours été clair sur une chose. Il y a des sujets tellement sérieux que parfois c'est mieux même que les artistes ne se prononcent pas dessus. Mais il y a une façon. Non, mais c'est pas parce qu'ils sont pas compétents, parce qu'ils sont tellement arrogants qu'ils ont la tendance à penser qu'ils peuvent parler sur tout. C'est pas ça qui les empêche de se prononcer. Ils se prononcent pas parce qu'il y a un manque de courage. Mais on peut dire des choses. Il ne s'agit pas de dire oui, mort à la France, mort aux Blancs. Enfin, on n'est pas dans un discours caricatural. On peut dire des choses, on peut les placer de façon intelligente, on peut prendre fait et position, ne serait-ce que par rapport à la période dans laquelle on vit de pandémie, sur les restrictions des libertés, sur le pass vaccinal. Il n'y en a pas un qui l'a ouvert. Très peu en tout cas. Très peu. Et je ne pense pas parce qu'ils vont se prononcer dessus qu'ils vont perdre des contrats ou je ne sais quoi. Non, c'est parce qu'on est... Et ce qui est extrêmement intéressant à analyser, c'est que on a des personnalités du monde du sport et de la musique qui s'identifient beaucoup avec ce qui se passe aux États-Unis, mais qui n'ont pas un dixième, je dis bien qu'ils n'ont pas un dixième du courage de certains artistes afro-américains qui prennent clairement position. Alors on dira oui, c'est pas la même histoire, c'est pas la même histoire, mais en tout cas, une majorité d'artistes africains ou afro-descendants qui sont en France ont un lien direct avec l'Afrique, avec les souffrances qu'il y a en Afrique. Donc ils pourraient réagir, mais ils ne le font pas, parce que culturellement, ils n'ont pas le courage de s'assumer, et puis c'est des conséquences finalement de la République, du mythe assimilationniste. On est dedans. Souvenez-vous de la polémique qu'il y a eu avec le gars de Section d'Assaut, là, Black M, qui devait faire un concert en commémoration de la Première Guerre mondiale, et puis finalement il a eu une espèce de bad buzz parce que toute la fachosphère aurait mis en lumière des propos qu'il aurait tenus contre la France, et donc son concert avait été annulé. Il s'était justifié en disant « mais moi, mon grand-père est tirailleur, il a fait la guerre », et ça aussi, à un moment donné, c'est très léger, c'est très light, parce que ce positionnement de dire « mon grand-père a fait ci, a fait ça », les choses sont beaucoup plus complexes. On respecte l'engagement de ces tirailleurs, mais derrière aussi, si on en est là où on en est, avec une communauté finalement qui est perdue, qui ne sait pas quelle est, c'est parce qu'il y a eu un problème de transmission d'histoire de mémoire de la part des parents. Et je ne sais pas si c'est forcément positif pour les afro-descendants que nous sommes, ou les Africains d'origine que nous sommes, d'entendre des parents qui nous disent « oui, la France c'est votre pays ». Parce que quand on dit ça, finalement, on dit quelque chose, mais à la fin, on ne dit rien. C'est notre pays d'origine. Enfin, c'est le pays dans lequel on est né. On a une terre d'origine. Et vis-à-vis de cette terre d'origine, on a des devoirs. Et ces parents ne l'ont pas fait, malheureusement. Nos parents ne l'ont pas assez fait, et c'est pour ça qu'on est une communauté qui est dans une espèce de schizophrénie, comme on l'a vu dans le reportage Noir en France, où vous avez des enfants qui, avec le test de la poupée, en 2022, parce qu'on n'a pas transmis les choses. Nous, en tant que parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc je pense qu'il faut qu'on respecte les tirailleurs, entre guillemets, sénégalais, hein, comme on dit, mais il faut aussi dire d'autres choses. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été transmises, et qui font qu'on est perdu. En fait, on est un peuple perdu, infantilisé, on ne sait plus où se tenir, et c'est pour ça qu'on est en proie finalement aux influences de gauche comme de droite. On navigue un peu comme des oies. Et le reportage Noir en France, on est l'illustration, mais il incarne un courant qui est finalement mis en avant par les médias mainstream, mais qui est totalement critiqué et mis en défaut par la majorité des gens qui sont exprimés sur la toile. Et qui ont dit, mais c'est le reportage le plus honteux qu'on ait jamais vu sur les Noirs en France. Et ça, c'est satisfaisant et c'est le signe d'un progrès, d'une prise de conscience que les idées finalement d'indépendance, d'autonomie, de responsabilisation qui ont été développées par Kémy Séba depuis plus d'une vingtaine d'années ont pris et que les gens se responsabilisent. Hein. Ils n'attendent pas Soprano ou Kémy Séba pour s'organiser. Ils ont compris qu'il y avait une voie à suivre. Si on se respecte, c'est se bouger, de se lever, de s'organiser, d'accord, de se questionner, de remettre en cause le monde.
tel qu'on nous l'a appris, et de se réapproprier notre destin. Et ils le font au quotidien, en lançant des business, en lançant des projets, en allant sur le continent, dans une espèce de démarche de reconnexion spirituelle vis-à-vis de sa terre. Et c'est ce courant-là qu'il faut mettre en valeur et que vous ne verrez jamais mis en valeur un documentaire en prime time sur France Télévisions, parce que ça dirait beaucoup de choses sur les faillites de la République. Et ça, ils ne veulent pas. Monsieur Eri Djéhouti, je vous remercie pour cet échange musclé. Merci Viril beaucoup. mais correct. Viril mais correct. Si vous avez un dernier mot à faire passer aux personnes qui nous regardent, je vous laisse vous exprimer à la caméra. Mais... Non, on a essayé d'être... quand je dis on, c'est moi en tant que représentant de l'ONG. L'objectif, c'est d'essayer de sortir notre peuple de cette victimisation qui est insupportable et qui n'est pas en phase avec ce qui se passe sur le continent. Sur le continent, vous avez des jeunes qui prennent des risques, qui se font arrêter, certains se font tuer, d'autres se font torturer. Et c'est insupportable de voir des gens dans la diaspora qui sont encore dans une espèce de naïveté, de candeur, et qui sont, par cette démarche un peu victimaire, en porte-à-faux avec la posture qui devrait être la leur par rapport à ce qui se passe sur le continent africain. Donc le but, c'est d'essayer un peu aussi de donner de la force et de la chaleur à ceux qui se retrouvent dans nos discours et qui, parce que ce discours n'est pas repris par les médias mainstream, peuvent penser être minoritaires. Non, on est bien majoritaire, d'accord, et les choses sont en train d'évoluer. On vit une époque extraordinaire de changement qu'on va pouvoir observer de notre vivant. Et donc il y a tous les éléments d'être encouragés par rapport à la suite des événements. Et j'incite la majorité des gens qui sont ici en région parisienne à venir en masse au meeting le samedi 19 février, parce que tout ce que j'ai pu dire au cours de cet entretien sera dit de façon magistrale par Kémy Séba. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.